Le Palais du Luxembourg, situé dans le 6e arrondissement de Paris dans le nord du Jardin du Luxembourg, est le siège du Sénat français, qui fut installé en 1799 dans le palais construit au début du XVIIe siècle, par Marie de Médicis, reine de France et de Navarre, pendant sa régence. Il appartient au domaine de cette assemblée, qui comprend également, à proximité du palais, l'hôtel du Petit Luxembourg, résidence du président du Sénat, le musée du Luxembourg, et l'ensemble du jardin. Elle regarde un beau ciel bleu. Oh oui. Le premier modèle architectonique de l'édifice fut dès le début le Palazzo Pitti à Florence. Le palais et le jardin ont gardé le nom de l'ancien hôtel particulier sur lequel ils ont été construits, l'hôtel de Luxembourg, à ne pas confondre avec l'hôtel actuel dans le Marais. Il appartenait à François de Pinet-Luxembourg, qui l'avait fait construire et y avait habité quelque temps avant de le vendre à Marie de Médicis. On l'a par la suite nommé Palais Médicis, mais cette dénomination a mal survécu au coup de majesté de son fils, le roi Louis XIII. Le nom n'a qu'un lointain rapport avec le duché de Luxembourg, ancêtre de l'actuel pays. Les Pinet-Luxembourg ne le possédaient pas, il n'était issu que de façon indirecte, à travers plusieurs branches cadettes, de la maison de Luxembourg, une lignée allemande très prestigieuse du Xe siècle qui avait ce duché en apanage. Mais à l'époque de l'achat, cette lignée s'était éteinte depuis longtemps et le duché était détenu par l'Espagne. Le palais du Luxembourg a été construit sur le terrain d'un hôtel particulier du XVe siècle et qui appartenait à François de Pinet, duc de Luxembourg. La régente Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, achète l'hôtel et le domaine dit de Luxembourg en 1612 et commande en 1615 la construction d'un palais à l'architecte Salomon de Brosse. Après avoir fait raser maison et une partie du Petit Luxembourg, elle pose elle-même la première pierre le 2 avril 16156. Le marché de construction est retiré à Salomon de Brosse en 1624 et rétrocédé au maître maçon marin de la vallée le 26 juin 1624. Avant la fin des travaux, la reine-mère s'installe au premier étage de l'aile ouest, dans la partie du palais Médicis qui lui est réservée, la partie étant destinée à son fils, le roi Louis XIII. Une série de toiles avait été commandée à Rubens pour chacun de ses appartements qui devaient former 2 cycles, le cycle de la vie de Marie de Médicis, destiné à la galerie de son appartement, et un cycle de la vie d'Henri IV qui n'a pas été terminé, destiné à la galerie du roi. La série consacrée à la reine-mère est aujourd'hui conservée au Louvre. Le chantier n'est pas achevé en 1631 lorsque Marie de Médicis doit le quitter, exilée sur ordre de son fils à la suite de la Journée des dupes. Marie de Médicis, à sa mort en 1642, lègue le domaine à son enfant préféré, son second fils Gaston duc d'Orléans, frère puîné du roi Louis XIII. Le bâtiment porte alors le nom de Palais d'Orléans. Il passe par succession à sa veuve, Marguerite de Lorraine, puis à sa fille aînée la duchesse de Montpensier qui le vend à sa sœur cadette, la duchesse de Guise, 1660. Celle-ci en fait don au roi, son cousin en 1694. En 1715, le Luxembourg revient au régent Philippe d'Orléans, qui l'abandonne à sa fille aînée Marie-Louise-Élisabeth d'Orléans, duchesse de Berry, puis à sa cadette Louise-Élisabeth d'Orléans, 1709 à 1742, reine douairière d'Espagne. La duchesse de Berry y mène une vie de fête et de plaisir. Les grossesses illégitimes de cette jeune veuve font scandale. Fin mars 1719, un nouvel accouchement, mal préparé par ses excès, se passe très mal. Au bord de la mort, la princesse implore l'extrême onction, que l'Église lui refuse. Le 2 avril, on la délivre d'un enfant mort-né. Déshonorée par le bruit de cette naissance dont parle tout Paris, elle ne se rétablit pas de ses couches laborieuses et meurt en juillet au château de la Muette. Lors de l'autopsie, les médecins la découvrent à nouveau enceinte. Le 14 octobre 1750, la galerie royale de peinture du Palais du Luxembourg est ouverte à l'initiative de Charles-François-Paul le Normand de Tournehem, directeur des bâtiments du roi, à l'emplacement même de la galerie de Marie de Médicis, dans l'aile du Palais du Luxembourg. Exposant une sélection des tableaux du roi à proximité du cycle de Rubens, il s'agit du premier musée d'art ouvert au public en France, qui préfigura la création du musée du Louvre en 1793. L'actuel musée du Luxembourg a hérité de cette tradition muséale. Par un édit du mois de décembre 1778, le roi Louis XVI accorde le domaine et le château à son frère Louis Stanislas Xavier, comte de Provence et futur Louis XVIII, à titre d'augmentation d'apanage. Après sa fuite en 1791,
le palais du Luxembourg est déclaré propriété nationale. Le Luxembourg devient une prison en juin 1793 pendant la Terreur avant d'être affecté au Directoire par décision du 18 septembre 1795. Les 5 directeurs s'y installent le 3 novembre 1795. Bonaparte, premier consul, s'installe au palais du Luxembourg le 15 novembre 1799. Le Sénat conservateur, assemblée créée par la Constitution de l'an 8, s'y installe le 28 décembre 1799. En 1814, il est attribué à la Chambre des Pairs. Par la suite, il garde sa vocation parlementaire, excepté durant quelques courtes périodes. En 1828, des essais d'éclairage urbain à gaz hydrogène carburé sont effectués dans l'enceinte du palais. L'hôtel initial, désormais appelé Petit Luxembourg, est devenu depuis 1825 la résidence officielle du président du Sénat. Le bâtiment de droite, appelé aussi hôtel de la présidence, abrite son bureau et ceux de ses collaborateurs, ses salons et sa salle à manger privée. Le bâtiment de gauche, appelé salon de Beaufranc, abrite des salles de restaurant et des salons pour les grandes réceptions organisées par le président ou par le Sénat dont l'accueil des personnalités étrangères. Sous la monarchie de Juillet, le nombre de sénateurs croît sensiblement. Pour permettre à la salle des séances de les accueillir tous, une campagne de travaux est lancée, il est décidé d'avancer la façade sur jardin. Décidé en 1836, les travaux sont confiés à l'architecte Alphonse de Gisors et commencés en 18377. À la suite de la Révolution de février 1848, il n'y a dans un premier temps plus de Sénat. Le palais du Luxembourg accueille alors une commission du gouvernement pour les travailleurs, présidée par Louis Blanc, qui sera vite appelée Commission du Luxembourg. Le palais du Luxembourg est affecté par la suite à toutes les chambres hautes successives, Sénat du Second Empire et Sénat de la Troisième République à partir de 1879. Entre 1871 et 1879, le Parlement siège à Versailles. Pendant ce temps, c'est le préfet de la Seine qui siège au palais du Luxembourg. En 1940, le palais est occupé par l'état-major de la Luftwaffe-Ouest, ses généraux Eramige puis Hugo Sperle logeant au Petit Luxembourg. Le palais est réaménagé pour cette nouvelle affectation militaire, cloisonnement des grandes pièces, réseau de sonnerie, nouvelles peintures, etc., de même que l'hôtel de la présidence. L'architecte Marcel Macquarry est chargé des travaux, s'attachant à ne pas occasionner de dégâts durables pour le palais. En 1943, un blocos est construit dans le jardin du Luxembourg, à l'est du palais, avec 14 mètres de profondeur. Il doit comporter 10 galeries d'abri mais seulement 7 étaient terminées à la Libération, en août 1944, connu sous le nom des abris Médicis. Il sert de nos jours de lieu de stockage. Avant-guerre, un abri de défense passive avait été construit dans les jardins de la présidence, il est amélioré et un nouveau est érigé entre l'hôtel de la présidence et le musée du Luxembourg. À la Libération, les Allemands laissent les lieux dévastés et minés, tandis que des meubles sont volés. En 1944, le palais devient le siège de l'Assemblée consultative provisoire. Il est affecté au Conseil de la République de 1946 et au Sénat de la VE République depuis 1958. Le Sénat de la Communauté y a également siégé entre 1958 et 1960. En 1944, le palais devient le siège de l'Assemblée consultative provisoire. Il est affecté au Conseil de la République de 1946 et au Sénat de la VE République depuis 1958. Le Sénat de la Communauté y a également siégé entre 1958 et 1960. Le palais vu du jardin. Entre 2007 et 2014, le Sénat met en vente 50 appartements de fonction situés autour du palais du Luxembourg, rue Bonaparte, rue Garancière ou encore boulevard Saint-Michel. Entre 2017 et 2020, le palais du Luxembourg est en travaux. Les immeubles des 26 et 36 rue de Vaugirard, qui abritent les bureaux des sénateurs, sont vidés pour permettre une mise aux normes haute qualité environnementale. Des bâtiments provisoires de 4000 m² sont élevés dans la cour d'honneur du palais en attendant. Un restaurant libre-service est créé, la salle Clémenceau et l'ancienne chapelle de la Chambre des Pairs sont restaurées, cette dernière devant devenir une salle multimédia. Les travaux visent également à faciliter l'accès des personnes handicapées et l'évacuation du public en cas de sinistre. Le palais du Luxembourg tient plus de la résidence secondaire que du palais officiel urbain. Son plan est assez caractéristique des châteaux français, comme celui de Verneuil-en-Halatte auquel Salomon de Brosse a participé. Il se compose d'une cour carrée, la cour d'honneur, d'un corps d'entrée surmonté d'un dôme, le dôme tournon, et de pavillons redoublés dans le corps de logis. Des nouveautés, comme le corps de logis qui prend une grande ampleur par rapport aux deux ailes, ou encore la partie centrale monumentale, marquent le château.
Le palais du Luxembourg est le résultat de la libre inspiration du palais Pitti, Florence, Italie, demandé par Marie de Médicis qui, s'ennuyant au Louvre, souhaitait notamment retrouver l'esprit florentin et la douceur que ceci lui évoquait notamment à travers l'emploi du bossage de pierre dans l'architecture du bâtiment plutôt que d'un mélange de briques et de pierre. L'escalier d'honneur ou grand escalier fut réalisé entre 1803 et 1807 par l'architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin qui travaillait au palais du Luxembourg depuis 1787 et lui avait assuré la restauration des jardins. L'escalier remplaçait la galerie de Rubens. Et donc elle devient, par cette coïncidence ou non, régente de France, étant donné que au début tout le monde se je ne parle même pas des soucis. Même quand on pose notre voiture, on s'inquiète. C'est stylé étudié. Alors je vous laisse vous rassembler sur cette partie-là, comme ça on va voir les décorations. Ouais. Alors ici c'est la seule pièce, vous pouvez prendre des photos, des vidéos, mais il ne faut pas utiliser le flash pour la protection justement des décorations. Voilà. Après sinon dans tout le palais, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez prendre photos, vidéos comme vous voulez. Voilà. Donc ici, comme je vous le disais, c'est la seule pièce musée du palais, donc il n'a pas d'utilité au niveau parlementaire. Et donc on pourrait croire que c'est une pièce d'origine dans laquelle aurait pu vivre Marie de Médicis. Alors effectivement, ce sont des décors qui ont été récupérés par Chalgrin, donc le premier architecte du palais, et qui étaient dans les appartements de Marie de Médicis et les appartements d'été d'Anne d'Autriche qui étaient au Louvre. Donc c'est vraiment un décor de leur époque, mais ce sont des décors, en fait on a fait comme un puzzle, on a reconstitué cette pièce avec des éléments de décor des deux appartements au 19e siècle pour créer cette pièce-là, la salle du Livre d'Or. Alors pourquoi on l'appelle la salle du Livre d'Or ? Tout simplement parce que c'est dans cette pièce que les pairs de France, donc PAIRS, donc les sénateurs de l'époque, venaient signer le registre lorsqu'ils étaient nommés par le roi. Donc comme je vous l'ai dit, donc les pairs de France étaient nommés par le roi et cette fonction était héréditaire, donc se transmettait de père en fils. Et donc c'est pour ça qu'il y en a eu, je vous disais, de plus en plus et qu'on a agrandi après le palais. Et donc il fallait pour cette signature créer un écrin, on va dire, pour la solennité de l'acte, on va dire. Alors je vous laisse regarder juste au-dessus le tableau principal. Alors vous voyez qu'il y a des petites fissures, en fait, tous les éléments ont été peints sur du bois. C'est pour ça qu'on voit que ça craquelle un petit peu. Alors c'est restauré de temps en temps, mais voilà, on voit que c'est de la peinture sur bois. Et alors ici, on a l'allégorie de la paix avec Marie de Médicis. Alors, le personnage à gauche, c'est Marie de Médicis qui est représentée sur un nuage. Et en face d'elle, on a la paix qui est représentée par cette dame et qui tient un faisceau de flèches entouré d'un ruban. Et donc, comme je vous l'expliquais, Marie de Médicis, quand elle a pris la régence à la mort d'Henri IV, la paix est encore un petit peu instable après l'édit de Dante entre les protestants et les catholiques. Et Marie de Médicis se pose un petit peu comme la reine qui va calmer tout ça. Et elle se pose comme la reine de la paix. Et donc là, c'est symbolisé par cette allégorie avec le ruban qui entoure les flèches, on va dire, qu'on ne se sert plus des flèches et donc de la guerre. Autour, vous pouvez voir quatre petits panneaux. Ce sont des sibylles.
Les sibylles, donc c'est des voyantes. On sait que les Médicis étaient très croyants, mais aussi très superstitieux. Et on dit même aussi que Marie de Médicis s'est mariée très tard. Elle a attendu, parce qu'une sibylle, justement, lui avait prédit quand elle était plus jeune qu'elle aurait un rôle important dans sa vie, qu'elle serait avec quelqu'un d'important. Et donc elle attendait ce fameux beau mariage pour l'accepter. Et donc c'est pour ça que pour l'époque, elle s'est mariée très tard. Voilà. Vous avez également des petits anges sur les côtés. On appelle ça des putti. P-U-T-I, ça veut dire enfant en italien. C'est un symbole par rapport aux Médicis aussi, parce qu'ils tiennent des petites boules rouges. Et ici, ceux-là tiennent une boule bleue avec la fleur de lys, un symbole du royaume de France. Et pourquoi? Parce que l'écusson des Médicis, c'était 5 petites boules rouges avec une boule bleue. Et donc ce symbole-là est repris ici. Donc après tout ça, c'est XVIIe siècle. Et ensuite, donc, ce que vous avez... alors la file de grec, vous voyez, c'est ce qui entoure ici, la décoration, ici la file de grec. Et ces tapisseries-là, enfin ces peintures-là, qui ressemblent à des tapisseries, mais qui sont en réalité des peintures, datent effectivement du 19e. C'est des décors qui ont été rajoutés aux décors d'origine, justement pour boucher un petit peu les trous. À l'époque, on aimait les décorations très très chargées. Vous voyez, il n'y a pas un millimètre laissé tel quel. Et donc les couleurs, on a le doré et le bleu. Alors le doré, pourquoi? Le symbole de leur royauté et de la richesse. Et le bleu, c'est à la fois le symbole du veuvage, étant donné que Marie de Médicis est veuve rapidement, mais aussi de richesse, parce que le bleu, à l'époque, on le faisait avec du lapis lazuli, pierre semi-précieuse qui venait d'Afghanistan. Et donc on pressait cette pierre et on faisait la couleur. Et à l'époque, c'était très très difficile de voyager forcément jusqu'en Afghanistan, et donc c'était très coûteux d'avoir ce bleu-là ici. Et donc, c'est des couleurs qu'on retrouve un peu partout dans le palais. Voilà. Et donc, vous avez derrière vous ici le buste de Marie de Médicis. Elle est souvent représentée avec beaucoup de bijoux. Elle était très connaisseuse en termes de pierres précieuses et de perles. Et on dit que c'est ces bijoux-là qui vont lui servir à partir de 1600, justement quand elle va être exilée par son fils, parce qu'elle va les revendre et ça va lui permettre de vivre dignement. Je vous laisse prendre des photos de la pièce si vous le souhaitez. Attends, mon ébène. La salle du livre d'or est une salle voûtée du rez-de-chaussée, aux lambris dorés et plafond à caissons, aménagée en 1816 par l'architecte Thomas-Pierre Baragouet, qui servait à recevoir le livre d'or de la pairie, c'est-à-dire le registre consignant les titres des pairs de France. Ce répertoire se trouve aujourd'hui aux Archives nationales. Baragouet réutilise quelques boiseries et peintures sur panneaux provenant du cabinet doré et d'autres salles, et principalement des appartements de Marie de Médicis au Palais du Luxembourg et d'Anne d'Autriche au Louvre. Les tableaux et les boiseries sont retaillés, redorés, restaurés et pour certains largement repeints. Au plafond, 2 grands tableaux sur bois sont dédiés à la gloire de Marie. Ils sont attribués à Jean Mosnier. Dans les caissons, des panneaux à pans coupés figurent des angelots, des médaillons ovales représentent des saints et des divinités antiques. L'ensemble, tel qu'il apparaît de nos jours, a été entièrement restauré de 1997 à 1999 par le Centre de recherche et de restauration des musées de France. La salle de lecture actuelle de la bibliothèque a été aménagée lors des travaux d'agrandissement du palais de 1837. Alphonse de Gisors, qui conduit les travaux, suit la recommandation d'Adolphe Thiers et confie le décor du plafond au peintre Eugène Delacroix, qui travaille alors sur le plafond de la bibliothèque du Palais Bourbon, siège de l'Autre Assemblée.
Il achève d'orner la coupole en 1846. La composition est inspirée du chant 4 de l'Enfer de Dante. Des infiltrations firent tomber les toiles en 1868, Pierre Andrieux, élève de Delacroix, les restaura. Le globe terrestre monumental est l'œuvre du géographe-cartographe Joseph Forest en 1896. La bibliothèque est désormais une salle en longueur, 52 par 7 mètres, prolongée par 2 cabinets, et ouest, dont les 7 fenêtres, toutes côté sud, donnent sur le jardin du Luxembourg. Lecomte de Lille et Anatole France ont été employés à la bibliothèque du Sénat. L'annexe de la bibliothèque est située dans la galerie du Palais, autrefois occupée par le musée du Luxembourg. Le plafond de l'annexe est orné des signes du zodiaque peints par Jacob Jordaens vers 1640 et acheté par le Sénat en 1802. L'émission Bibliothèque Médicis, sur Public Sénat, est enregistrée toutes les semaines dans l'annexe de la bibliothèque. Lorsqu'il fut décidé que le palais accueillerait le Sénat, Chalgrin réaménagea entièrement l'intérieur afin de réaliser la nouvelle salle sénatoriale. Achevée en 1807, celle-ci, devenue chambre des pairs sous la Restauration, fut redessinée en 1836 pour répondre aux besoins d'agrandissement. L'architecte choisi, Alphonse de Gisors, un élève de Chalgrin, avança la façade du bâtiment de 31 mètres sur le jardin et aménagea dans l'espace ainsi dégagé un nouvel hémicycle entre 1836 et 1842. La salle fut reconstruite après un incendie en 1859, toujours par Gisors. Derrière le plateau du président, face aux siégeants, se dresse cette statue de marbre monumentale 7, de gauche à droite quand on regarde le président. Anne-Robert Jacques Turgot, contrôleur général des finances de Louis XVI, par Jean-François Legendre-Héral. Henri-François d'Aguesseau, chancelier de France, par Hippolyte Mindron. Michel de l'Hospital, surintendant des finances puis chancelier de France, par Achille Valois. Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances de Louis XIV, par Jean-Baptiste Joseph de B. Mathieu Molé, président du Parlement de Paris puis garde des Sceaux à l'époque de la Fronde. Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malherbe, soutien de l'encyclopédie et défenseur de Louis XVI lors de son procès. Jean-Étienne Marie Portali, un des rédacteurs du Code civil, par Joseph Marius Ramus. Aux deux extrémités du diamètre de l'hémicycle se trouvent deux autres statues, commandées en 1840 par le ministre de l'Intérieur Charles de Rémusat. Saint-Louis, livré en 1846 par Auguste Dumont. Charlemagne, livré en 1847 par Antoine Étex. Face au plateau, on trouve les bustes de 4 maréchaux d'Empire installés en 1842. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr. Jean Lannes. André Masséna. Édouard Mortier. Ça va bloquer. Parce qu'après, même si on est affilié en service, l'agent il est tenu de garder dans un état correct les lieux. Après, il y a des sociétés de ménage qui sont tout ce qui est toilettes et le 3e étage. Longue de 57 mètres, large de 10,60 mètres et d'une hauteur de 11,60 mètres, 15 mètres sous la coupole, cette salle fut réalisée par Alphonse de Gisors. Elle résulte de la réunion, finalisée en 1864, des 3 salles du bâtiment d'origine. En face de la cheminée est exposé le trône qu'occupait Napoléon Ier quand il assistait aux séances du Sénat conservateur. À chacune des extrémités, on trouve un plafond en cul-de-four, avec des personnages de l'histoire de France par Henri Lehmann, 1854, à l'ouest, la France sous le règne des Mérovingiens et des Carolingiens, à l'est, la France sous les Capétiens, les Valois et les Bourbons. Au plafond, l'apothéose de Napoléon Ier par Jean Hallot. 8 tapisseries des Gobelins illustrant les métamorphoses d'Ovide complètent la décoration. Et ensuite, donc, on a, avec Napoléon, donc, il y a eu les 80 sénateurs. Le trône que vous avez ici de Napoléon était de l'autre côté, ici, sous la cheminée. Et vous aviez les 80 sénateurs qui lui faisaient face ici, pour tenir les séances. Et donc c'est après, sous la monarchie de Juillet, quand on a agrandi, on a créé donc l'hémicycle que l'on connaît actuel, on a modifié cette pièce-là. Et ensuite, elle a été, c'est Napoléon III
qui a fait abattre les cloisons et qui a fait une pièce unique. Et on l'appelle aujourd'hui... Alors avant, c'était la salle des pas perdus, parce que c'est là où on se baladait entre les séances, avant la séance, etc. Et c'est ici aussi que vous avez les chaînes Public Sénat qui peuvent faire des interviews, et vous avez le public qui peut rencontrer les sénateurs s'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, on l'appelle la salle des conférences, parce que c'est ici qu'il y a eu le banquet en l'honneur du président Wilson à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, vous aviez tous les présidents ici en l'honneur du président. Et c'est resté, la salle des conférences. Ici, je vous laisse lever les yeux vers la coupole. Alors ici, vous avez une pièce qui fait 57 mètres de long, 11 mètres de haut et 15 mètres au niveau de la coupole, parce que c'est un peu plus haut. Alors là-bas, les peintures en cul de four, c'est ce qu'on appelle voilà, la peinture qui est tout au fond, en fait. Et ici, il y a la suite. C'est l'histoire de France qui est racontée sur les peintures là-bas. Donc ça va des Carolingiens, mérovingiens. Ici, jusqu'à droite, où vous avez les Bourbons avec Henri IV sur son cheval. Voilà. En fait, c'est toute l'histoire de France qui est représentée là. C'est Napoléon III qui a décoré le principal de cette pièce-là. Et ici, il a voulu faire un hommage aux empereurs, donc à Napoléon Ier et à lui son règne de Napoléon III, ici sur cette voûte. Vous voyez ici, au niveau de l'accroche du lustre, vous avez un personnage qui est au-dessus d'un aigle. Donc ça, c'est Napoléon Ier. Et en face, quasiment en face, vous avez un autre personnage qui lève les bras et qui a fait un signe 3 comme ça, c'est Napoléon III. Et donc il a voulu s'inscrire, parce que lui il ne fait pas partie de la royauté, donc il a voulu s'inscrire dans l'histoire de France en représentant sur les côtés l'histoire de France et l'apothéose de Napoléon ici au centre. Voilà. Et le 7 500 000 qui est en dessous, c'est le plébiscite qu'il avait mis en place en fait pour être élu. Si on peut dire élu, étant donné qu'à l'époque, seules certaines catégories de personnes pouvaient voter. Et puis, contrairement à aujourd'hui, bon, c'était déjà les hommes qui votaient, pas les femmes, mais contrairement à aujourd'hui, le vote n'était pas anonyme. Donc forcément, si on votait contre lui... Vous savez quoi. Donc voilà, on dit plébiscite et qu'il a remporté son plébiscite, mais voilà, c'est assez... faut le mettre entre parenthèses. Les 4 statues qu'on voyait là symbolisent les campagnes napoléoniennes. Donc vous avez l'Allemagne ici, l'Italie, l'Espagne et l'Égypte. Alors on le reconnaît, l'Italie c'est marqué dessus, l'Égypte en fait, on voit il y a une tête de pharaon sur le côté. En fait, il y a des petits indices cachés pour montrer les campagnes de Napoléon. Voilà, donc là, je vous ai dit donc, le trône de Napoléon. Et sous la table en verre ici, vous avez la Constitution de 1958. Donc la Constitution qui met en place la 5e République dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et alors, symbole de... Donc quand on avait ici les sénateurs, ils avaient des fauteuils. Et vous avez toujours les fauteuils ici d'époque de Napoléon. Aujourd'hui, c'est la table bibliothèque pour les sénateurs. On met de manière quotidienne, c'est les agents qui sont postés à la bibliothèque qui mettent tous les quotidiens sur cette table et qui sont consultables et qui sont changés du coup tous les jours. Et au fond, là, vous avez la banque des huissiers. Quand ils ne sont pas en séance, ou dans tous les cas, quand il y en a en séance, il y en a toujours qui sont là pour gérer les allées et venues des personnalités qui sont invitées au palais. Et alors, je vous parlais du carton en bas au niveau des toilettes. Donc la toile est juste là.
on a des heures, des jours de repos, voilà, c'est lissé sur l'année. Voilà. Parce que là, l'été, forcément, il n'y a pas de séance. En juillet, août, c'est beaucoup de l'entretien du palais, on en profite parce qu'il n'y a personne. Donc on a des soirs de 8h, ouais, ça fait 8h, 18h en général. Mais après,